sais quoi? Quitte à être réveillé la nuit, je vais regarder du basket. Donc je me suis mis à regarder la NBA. Donc là, je regarde un match, puis je regarde le suivant. Ensuite, toutes les nuits, je regarde, tous les matchs à la suite et le lendemain matin, je regarde, les matchs que j'ai ratés en replay. Salut à tous et salut à toutes, bienvenue dans N1, le podcast NBA des équipes de The Free Agent. Aujourd'hui, épisode très particulier, double épisode même très particulier. On va vous expliquer ça dans quelques instants avec un invité qu'on est ravi d'avoir avec nous et vous allez être ravis de l'entendre pendant l'émission que vous allez écouter là durant les 35-40 prochaines minutes. Avant de l'accueillir, je retrouve avec un certain plaisir mon acolyte Cédric. Comment vas-tu ? Salut Chris, écoutez, je suis bien content de vous retrouver cette semaine, content de te entendre à côté de moi, ça va, t'es pas parti à la fin de semaine. Non. J'ai écouté d'ailleurs le petit podcast de fin de semaine, du coup, je suis désolé pour Arthur et Axel qui vont subir les conséquences des dires de leur représentant Yaya, mais vendredi, vous pourrez pas faire de podcast, vous êtes suspendu pour des propos irrespectueux envers ma personne. Voilà. C'est ça. On vous invite à aller réécouter le podcast de vendredi dernier, du coup, où on faisait un focus sur Chicago et je suis allé faire une petite pige avec l'équipe de Yannick et on a profité pour s'envoyer quelques petites punchlines bien sympathiques évidemment, mais il y a toujours il faut toujours avoir des représailles et donc C'est la ça, représaille, c'est qu'il n'y a pas d'émission avec les Yannick et pauvres. son équipe. Voilà, c'est ça. Mais Mais c'est un c'est peu une fausse excuse, ouais, quand même. La vraie raison, ça je vais te laisser la dire, Chris, bah, c'est quand y a même pas de notre problème. invité du jour et qu'on va C'est ça. vous On je arrête te laisse. nos blagues internes et on va accueillir notre invité pour cet épisode et donc l'épisode de fin de semaine. C'est Benjamin Moubèche. Bonjour Benjamin. Salut, comment ça va? Eh ben ça va. On est ravis de t'avoir. Merci de nous accorder du temps en direct du Texas, hein, si je ne m'abuse. Ouais, c'est ça, depuis San Antonio, du coup, avec un petit décalage horaire de 7 heures. Mais Bah surtout, oui. merci à vous de m'accueillir. Ça fait plaisir d'être avec vous dans ce podcast. Ça fait longtemps qu'on voulait faire ça, donc très content. C'est ça. Donc on va faire un double épisode. Comme on a un super invité, on va prendre 2 fois plus de plaisir. Donc cet épisode que vous écoutez actuellement, première partie, on va vous expliquer tout ça dans quelques instants. Et vous aurez la seconde partie, donc vendredi, sur vos plateformes de podcast habituelles, bien évidemment. Avant de se lancer, Benjamin et Cédric, on rappelle du coup les petites façons pour nous suivre sur The Free Agent. Cédric, il y a plusieurs moyens, au-delà du podcast, bien entendu. Il y a le site internet forcément et il y a l'application qu'il faut, télécharger sur vos téléphones, Android et Apple, ça passe pour tout le monde, c'est très pratique. On peut suivre les scores en live la nuit et tout, on est prévenu à l'avance. Il y a pas de décalage horaire en fait quand on regarde l'appli, c'est direct à heure française, c'est formidable. C'est ça, il y a les notifications, il y a les articles de Benjamin aussi, parce que tu proposes quelques articles pour le Media The Free Agent, donc vous pouvez retrouver ces articles consacrés aux Spurs en général, même spécifiquement, je crois bien. C'est ça, exactement. Souvent autour de Victor Wembanyama en plus. C'est Mais ça. voilà, c'est tout l'objet de la collaboration. Et voilà, c'est aussi parce que je suis à San Antonio, donc ça a du sens, normalement. Normalement, les choses ont été bien faites avec le patron. Mais donc voilà, n'hésitez pas à aller prendre l'application, de la télécharger ou sur le site. Donc vous retrouvez les articles de Benjamin et tous les autres articles de la rédaction, évidemment. Alors, du coup, on va s'atteler à discuter un petit peu avec toi maintenant, Benjamin, dans ce premier podcast. Alors, on a décidé de découper cette émission sous cette forme-là. Donc, une première partie où on va apprendre à te connaître parce que il y a certainement des gens parmi la communauté qui nous écoutent, qui connaissent ton parcours, qui t'ont peut-être déjà lu ou entendu à droite ou à gauche, mais il y en a peut-être d'autres qui te connaissent un petit peu moins. Donc, on va apprendre à te connaître via ton parcours, tes différentes expériences. Parler aussi de ce projet, parce que comme on l'a dit, là, tu es en direct de San Antonio, mais tu n'y vis pas depuis X temps. Donc, pourquoi tu es parti aux USA, dans quel but, quelles étaient les intentions, on va pouvoir en discuter dans cette émission. Et dans le podcast de vendredi, on fera un focus un petit peu plus sur, depuis ton arrivée aux États-Unis, comment ça se passe et comment tu traites un petit peu l'actualité de ton côté. Est-ce que ça vous va ? Ah bah moi ça me va, et puis on suit Parfait. le capitaine.
Magnifique. Cédric, c'est bon pour toi aussi? Oui, oui, c'est parfait, ouais. Bon, allez. Et bah du coup, Benjamin, on va te laisser un petit peu te présenter. Donc, tu t'appelles Benjamin, tu es journaliste, tu traites de la NBA, mais ce n'est pas que ça, évidemment. Parle-nous un petit peu de toi, de tes aspirations, pourquoi ce choix d'être journaliste, de traiter le basket. Bon, bref, une petite présentation pour tous ceux et toutes celles qui ne te connaissent peut-être pas encore suffisamment. Alors effectivement, les grandes lignes, c'est ça, Benjamin, journaliste, j'ai 23 ans et je sors tout juste d'école. J'étais à l'IEJ Paris pour ceux à qui ça peut parler éventuellement. Et donc là, en sortie d'études, j'ai décidé de partir à San Antonio. Donc j'écris notamment pour The Free Agent, je suis correspondant à San Antonio pour eux, mais j'écris aussi à droite à gauche pour Rivers Magazine notamment. Je travaille aussi pour le Crossover, pour le D-Sport. J'ai des collaborations dans le tuyau aussi. J'essaie de faire un petit peu le maximum. Et c'est vrai que moi, du coup, ma grande spécialité, c'est la NBA. Je suis journaliste vraiment très, très spécialisé sur le basket et sur la NBA en particulier. Alors pour moi, ça a commencé à travers, l'Analyste qui était, mon premier média, celui que j'ai fondé à un niveau un peu «amateur» entre guillemets et puis, on est parti d'un petit blog pour mes potes jusqu'à un petit peu une vocation pour devenir journaliste et puis, de fil en aiguille, de stage en stage, avec mes formations, avec, le départ à San Antonio, bah, on arrive à aujourd'hui où effectivement, bah, voilà, je suis, journaliste de sport et je couvre donc les Spurs au quotidien, avec évidemment un gros focus sur Victor Wembanyama parce que c'est quand même la raison pour laquelle je suis venu ici. Parce que s'il y a un événement qui m'a amené à San Antonio, il fallait bien que ce soit quand même l'arrivée d'un Français. Donc voilà, là c'est le topo global, c'est comme ça que ça s'est passé. Après bon, si on veut rentrer un peu plus dans les détails, j'ai plein de choses à raconter, mais ça vous me dites. Bah oui, oui, Bah, évidemment. ouais, carrément, ouais. C'est un peu le but. C'est pour ça que moi, je suis super content de t'avoir, en fait, parce que nos chemins se sont déjà croisés dans le passé et c'est bien de voir l'évolution des gens, en fait, tu vois? Ce qui est important, je trouve, pour la communauté, basket française, c'est, bien expliquer aux gens, à ceux qui voudraient, devenir journalistes, ceux qui voudraient, avoir des comptes Twitter, ceux qui veulent avoir une communauté, ceux qui veulent échanger avec les autres, tout simplement. Tu vois, de comment tu t'es pas levé un matin et voilà, le soir, tu partais à San Antonio, quoi. Qu'est-ce qui depuis ça fait déjà, toi, tu parles de l'analyste, mais l'analyste, ça fait combien d'années que c'est lancé? C'est depuis Ah 2006-2007, non? 2006-2007, non parce que j'avais 6-7 ans à ce moment-là. Ah non, pardon, ouais. Mais non, non, moi, en fait, le basket, c'est venu très tard. Il y a pas eu ce truc, effectivement, c'est pas du jour au lendemain, c'était un rêve de plusieurs années, comme la plupart des gens qui partent à un moment ou à un autre, j'ai envie de dire, parce que ça prend du temps de faire le chemin mental pour vraiment se dire: «Bon, bah, c'est bon, je vais à San Antonio pour de vrai». Donc ouais, c'était vraiment un projet de plusieurs années. L'analyse, c'est arrivé un peu tard sur le tapis, c'est arrivé en 2018, je pense, quand je suis rentré à la fac, en l'occurrence et au début, c'était juste, comme je disais juste avant, un petit blog avec mes potes parce que quand je parlais de basket, je voyais bien que ma passion était un peu, communicative et donc j'écrivais deux trois articles par-ci par-là. Quand un cours, m'embêtait j'étais en fac de droit donc la plupart des cours m'embêtaient, je j'écrivais un truc, ensuite, des fois je séchais pour écrire des trucs, je regardais la draft au lieu de réviser mes partiels. Tout ce qui m'a conduit en fait à arrêter le droit et à vraiment me consacrer à ce petit média et on est passé d'un blog à un jour, quelqu'un m'a contacté et m'a dit, il s'appelle Paul en l'occurrence, il m'a dit, «Hey, j'aimerais bien t'aider à écrire, est-ce que ça te tente?» Et en fait, à partir de là, je me suis dit: «Bon, peut-être que plus qu'un blog, on peut faire un média». Donc moi, c'est vrai que le journalisme, ça m'est un peu tombé dessus comme ça, dans le sens où, je voulais juste écrire pour mes potes, faire un blog, puis c'est devenu un média grâce à Paul et avec ceux qui sont arrivés après. L'analyste a grandi, grandi, grandi et puis au fur et à mesure, moi, j'ai essayé de faire mon maximum pour, un peu m'imposer dans ce milieu du journalisme, de basket et me faire une place progressivement, avancer, amasser des compétences. Pareil, croiser le chemin de gens sympas qui allaient m'aider justement à atteindre cet objectif parce qu'ils ont des expériences particulières, parce qu'ils avaient une formation, une expertise, parce qu'on a travaillé ensemble. Donc en fait, vraiment tout ça, toute l'aventure de l'analyste, c'est ce qui m'a un peu propulsé jusqu'au monde du journalisme et on parlait de ceux qui ont envie de faire un compte Twitter. Moi, j'ai envie de dire que tout ça, c'est parti d'un compte Twitter. J'avais pas de légitimité particulière, j'avais rien. Juste un jour, je me suis, motivé à faire ce blog, à créer un compte Twitter qui va avec et tout est parti de là. L'intérêt pour, un peu plus prononcé pour le basket aussi est parti de là
Et en fait, toute ma carrière, ça part juste de la création d'un compte Twitter sur lequel je partageais des statistiques, sur lequel je partageais mes articles de blog et de ces articles de blog donc qui étaient écrits de manière assez amateur. J'ai envie de dire pour ceux qui ont envie de se lancer dans ce milieu-là, il faut juste, se lancer tout simplement et tenter les choses, comme ça, quoi. Ouais. Alors, vous allez pouvoir prendre pas mal de conseils de Benjamin pendant ce double podcast. Ne prenez pas le conseil de sécher vos cours à la fac pour regarder la draft. On n'est pas responsable de Des vos conséquences. prochains résultats de partiel. Attention. Non, non, mais c'est extrêmement intéressant. Moi, j'avais une question. Alors, on en a plein, évidemment, mais donc, tu parles du basket, évidemment, mais qu'est-ce qui t'a amené en fait à vouloir parler basket? Pourquoi le basket et pourquoi pas un autre sport en fait? C'est parce que tu en pratiquais, parce que je sais pas, tu as vu un événement particulier, tu es tombé sur une stat, sur un joueur. Qu'est-ce qui t'a amené vers le basket en fait au départ? En fait, mon histoire avec le basket est un peu particulière parce que je viens d'une famille, plus de rugby et j'ai jamais trop accroché à, en fait, j'étais plus petit, aucun sport. Je regardais pas de rugby, pas de foot, à peu près rien. J'étais pas intéressé par le sport. En fait, le basket m'est tombé dessus plus ou moins par hasard. Ça a commencé un petit peu avec, quelque chose de complètement, random. J'ai regardé l'animé, Kuroko no Basket que je pense beaucoup de fans de basket ont aussi vu et je regardais ça avec mon petit frère et on s'est dit, «Bon, bah, tu sais quoi? Ça a l'air marrant». On était réalistes, hein, on savait qu'on allait pas dunker par-dessus tout le monde, faire des passes fantômes, comme Kuroko ou quoi que ce soit. Mais bon, on a acheté un ballon, on est allé sur un playground, on a joué et en fait, moi, j'ai réalisé que j'étais de un trop nul pour faire du basket. De 2 c'était un peu trop tard pour commencer un nouveau sport à mon âge, j'étais déjà, dans d'autres sports, que j'aimais bien pratiquer mais pas regarder et du coup, mon petit frère, lui, a commencé le basket et moi, j'ai eu un intérêt un peu lointain pour ça et après, j'ai commencé à suivre un peu plus par mon petit frère, justement, en allant à ses matchs et tout ça. Mais bon, ça, c'est pas non plus, la vraie passion du basket, dans le sens où, aller voir son petit frère jouer en départemental dans un gymnase, d'une ville de campagne bretonne, c'est pas vraiment la même chose que de regarder un match NBA et bon, pendant que lui, il progressait et qu'il jouait au basket, moi, j'essayais de suivre un petit peu le basket aussi de loin et lui, il m'apprenait un peu la NBA, les statistiques, le basket de manière générale, en fait, je l'apprenais grâce à lui. Et donc cet intérêt un peu lointain, un jour s'est transformé en passion parce que, quand j'avais 16 ans, je pense, 15-16 ans, j'ai été hospitalisé pour une maladie. Donc c'est une maladie un peu rare, ça s'appelle la maladie de Behçet, il y a pas beaucoup de gens qui l'ont en France et en fait, j'étais vraiment dans un sale état, j'avais fait plusieurs infarctus pulmonaires, j'avais perdu énormément de poids et je me suis retrouvé dans une chambre d'hôpital tout seul pendant quasiment 6 mois. La solitude, c'était difficile quand tu es ado et que tu te retrouves dans ces conditions-là, c'est compliqué. Physiquement, évidemment, c'était un peu galère. En plus, mon pronostic vital était un peu engagé, donc il y avait un enjeu mental aussi là, autour de tout ça et en fait, une nuit, je me retrouvais là, j'avais trop mal pour dormir, je me sentais seul, tout ça, je m'ennuyais et je me suis dit: «Bah, tu sais quoi? Quitte à te réveiller la nuit, je vais regarder du basket». Donc je me suis mis à regarder la NBA. Donc là, je regarde un match, puis je regarde le suivant. Ensuite, toutes les nuits, je regarde, tous les matchs à la suite et le lendemain matin, bah, je regarde, les matchs que j'ai ratés en replay et je me mets à lire Basket USA, Trash Talk, Basket Info, Basket Session, tout ça, à regarder les vidéos de Ball Never Lies, de Trash Talk, de tous ces mecs-là et en fait, je m'ennuie à l'hôpital à, en fait, maintenant ma nouvelle passion, c'est le basket. Et je suis presque content de plus aller en cours pour pouvoir juste regarder du basket, toute la journée. Bon, la vie reste difficile à ce moment-là, mais Mmh. voilà, je trouve du réconfort là-dedans et je trouve même une motivation, en fait, dans le fait de regarder, c'était l'époque d'Isaiah Thomas, par exemple, pas celui des Pistons, mais celui des Celtics, qui m'a beaucoup inspiré par le côté, transgression mentale, justement et voilà Cédric, on se retrouve là-dessus parce que Petit trèfle. petit bonhomme, mais aussi grand monsieur des Celtics. Hem et en fait, il transgressait un peu le côté où il était petit, par son jeu, par sa manière de jouer. En fait, il avait ce défi face à lui et ça lui posait pas de problème pour être 4e de la course au MVP, pour être un des meilleurs marqueurs. Il y avait Russell Westbrook aussi qui jouait un peu en solo cette année-là dans son équipe et qui m'inspirait beaucoup parce qu'il avait cette mentalité quand même de guerrier. Donc je me suis dit: «En fait, je vais prendre la mentalité de ces basketteurs-là et l'appliquer un petit peu à mon terrain à moi», c'est-à-dire à ce moment-là l'hôpital. Et donc ma passion pour le basket, elle se crée là. Il y a vraiment un peu un lien spécial qui se crée entre moi et le basket et quand je sors de l'hôpital, je me dis: «Bon, bah, je vais pas laisser le basket derrière moi, je vais continuer» et donc pareil, je commence à regarder les matchs la nuit, je continue de lire. Des fois, je rate des cours, encore une fois, pour regarder du basket et ça, je le recommande pas, mais c'est vrai que c'est arrivé comme ça et du coup, bah,
en ayant connu le basket un petit peu dans cette épreuve et en ayant vraiment pris le temps, quand j'avais rien d'autre à faire, de creuser l'histoire, apprendre les statistiques, apprendre le jeu et cetera, à ce moment-là, tout ça, ça m'a vraiment rapproché du basket et ça m'a lancé, en fait, je me suis trouvé, une énorme passion qui ensuite est devenue une vocation. Mais, à la base, ça part de là, ça part de moi dans une chambre d'hôpital qui regarde des matchs de basket. Voilà, donc, OK. Bon, histoire un peu particulière. un parcours extrêmement atypique pour le coup. Je sais pas, Cédric, si tu voulais, si tu veux réagir à Extraordinaire. ça. Non, juste, tu pas de redemander à retourner à l'hôpital juste pour pouvoir voir le basket quand même, pour moi. Non, 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 mais Non, ça va. par contre, quand j'y suis retourné, à chaque fois que j'y retournais, je me regardais une vidéo de 40 minutes de Ball Never Lies, un documentaire, un truc comme ça. Ouais. Mmh mh. Donc pour Mais moi, après, de toute hôpital et façon, basket, c'est l'ensemble. une fois que tu es tombé dans la marmite, c'est foutu, hein. Ah, c'est sûr. Ouais, la NBA, c'est un truc, Mais non, non, faut voir. c'est un parcours vraiment, voilà, singulier, atypique, mais en tout cas, si ça t'a permis, de pouvoir, bah, te retrouver, dans ta vie personnelle et ensuite, de pouvoir en faire une passion et un métier, c'est très bien. Franchement, une sorte, c'est extrêmement positif tout ça. Pour revenir sur des choses un petit peu plus récentes maintenant, donc tu en as parlé dans ta présentation, donc tu écris des articles pour The Fledgent, pour, Reverse Magazine aussi et pour d'autres. Tes différentes expériences, dans les médias, qu'ils soient français ou autres, on va pas faire tout ton CV, c'est pas l'idée, mais, est-ce qu'il y a des expériences qui t'ont, plus marqué que d'autres dans ce cursus-là pour, de journaliste ou pour en devenir un en tout cas? Bah, le plus formateur, je pense que ça reste l'analyste, dans le sens où, en fait, quand on crée son propre média et que non seulement on écrit, mais en plus on doit gérer une équipe. Moi, je corrigeais tous les articles de l'analyste. Bon, après, on s'est partagé ça avec, Teddy, mon co-rédacteur en chef, et c'était très, très formateur, en fait, d'encadrer ces gens-là, de chercher à progresser et essayer d'apprendre pour, bah, non seulement produire un bon contenu soi-même, mais en plus, essayer d'accompagner les autres, d'être un peu un leader dans ce projet-là. Ça m'a énormément formé, donc je pense que ce projet-là, c'est le départ de tout. Mais dans les autres projets qui m'ont un peu marqué, il y avait mon premier stage qui était, chez Le Crossover, et c'était une période où j'étais, à l'époque, j'étais en fac de philo, c'est la suite après le droit, et c'est vrai que c'était un peu hardcore parce que, en fait, j'ai commencé en faisant 2 stages en même temps. J'avais mes études en parallèle et le stage chez Le Crossover, c'était un peu prenant. Donc j'écrivais des vidéos pour eux, et ceux qui connaissent pas Le Crossover, c'est une chaîne YouTube de basket qui fait du contenu un peu narratif, surtout historique, et en fait, cette expérience-là, c'est pareil, elle était, extrêmement formatrice parce que c'était la première fois que j'avais des comptes à rendre à quelqu'un. J'avais un rédacteur en chef au-dessus de moi, j'avais, pareil Vincent Poulain qui est très actif sur Twitter et que les gens connaissent peut-être, comme ça, et du coup qui était, au-dessus de moi et qui me donnait beaucoup de conseils, et ça m'a vraiment aidé parce que, d'un coup, je passais d'un cadre un petit peu, amateur, un projet où on s'amuse et où l'enjeu principal, voilà, c'est de faire le mieux possible avec ses armes, à un projet où il faut, un peu plus, rentrer dans des cases, un peu plus, voilà, apprendre à bosser de manière professionnelle, bosser avec des monteurs, tout ça. Donc ça, c'était vraiment une formation, enfin une expérience extrêmement formatrice, et au-delà de tout ça, j'ai eu la chance de faire un stage à l'équipe pendant 2 mois. C'était pareil, c'était, très, très intense, et en l'occurrence, je pense qu'en 2 mois, j'ai appris, plus que, sur les 2 années précédentes parce que, en fait, quand c'est une grosse rédaction comme ça, qui est si exigeante, quand tu écris un papier sur l'équipe, tu te mets la pression parce que tu sais qu'il va être, très lu, que tu parles hem, à des gens qui lisent le journal tous les jours. Quand tu écris dans le journal en particulier, ça m'est arrivé à 2 reprises, j'ai eu cette chance-là, tu te mets une pression de malade, et cette pression-là, c'est pareil, elle était, extrêmement formatrice. Donc ça, je pense que c'est mes 3 expériences, clés, et puis il y a Rivers. Voilà, Rivers, moi, j'ai toujours voulu écrire, pour eux, pour le MOOC en l'occurrence, pour ceux qui connaissent. Donc c'est un truc de 250 pages où vraiment on va loin dans le sur un thème de basket, spécifique. Moi, quand j'ai commencé à bosser dans le basket, je me suis dit: «C'est pour eux que je veux travailler», et c'est pareil, ça s'est fait un peu par hasard. J'ai fait un stage chez eux, j'écrivais surtout sur le web. Ils ont bien aimé, ils m'ont gardé, ils m'ont fait écrire dans le MOOC, et en fait, là-bas, c'est pas tant formateur parce que je suis un peu en roue libre, mais c'est plus, c'est un peu la maison, quoi. Je me sens bien là-bas, j'aime bien, écrire pour eux, j'aime bien mes collègues, tout le monde est super sympa. J'adore écrire pour le MOOC, j'accomplis un peu mon rêve. Donc ça, c'est un peu, je pense que River, c'est mon expérience préférée. Peut-être pas la plus formatrice, mais c'est mon expérience préférée parce que, c'est vraiment un environnement, juste merveilleux, et j'adore ce qu'on fait. Donc voilà, ça, c'est un peu les grandes lignes du truc. Après, j'ai fait d'autres, stages à droite à gauche, des piges par-ci par-là, l'école de journalisme,
Et puis maintenant, du coup, il y a tout ce qui se passe à San Antonio avec, bah, voilà, Rivers, le sport tout ça. Et là, je suis un peu dans l'expérience la plus intense aussi de ma vie parce que, vivre aux USA pour couvrir la NBA, c'est encore quelque chose. Je pense que si tu me reposes la question dans un an, je te répondrai que l'expérience qui m'a marqué, qui m'a vraiment formé, qui m'a emmené là, c'est, voilà, ce sera à San Antonio avant tout Mmh. parce que là, ce que je vis actuellement, c'est un peu, je peux pas te dire violent, mais c'est vraiment intense et je suis plongé dans le bain, quoi. Ouais, mais du coup, c'est pas quelque chose que tu avais projeté à un moment de te dire, comme tu t'es dit, «J'aimerais bien enfin, je veux écrire pour Rivers» quand tu disais, tu t'es pas dit, «Je veux aller aux États-Unis» forcément, quoi. C'est un truc quand même, c'est alors je sais qu'il y a disons que ta décision elle est splendide parce que tu la prends au bon moment avec l'arrivée de Victor, quoi. C'est vraiment, extraordinaire. Mais, comment tu te dis, heu, comment tu as la prémisse d'idée de te dire: «J'ai peut-être l'opportunité de partir», en fait? Ou tu vois? Il y aurait beaucoup qui seraient enfin, quand on commence à faire du journalisme nous en France, c'est justement pour, heu, donner les informations pour les Français et un maximum, bah, les gens restent, en France malgré tout, quoi. Donc il y en a très peu qui font cette démarche-là de partir, en fait. Comment tu arrives là à te dire: «Toi, tiens, je vais essayer de tenter cette aventure-là»? Bah, en fait, je pense que quand on suit la NBA et qu'on écrit dessus, c'est un peu un fantasme, lointain de se dire: «Bon, un jour, je vais aller aux États-Unis et je vais faire comme, tous les journalistes que je suis au quotidien qui sont, sur place, les Américains, en fait». Et c'est vrai que fatalement, on a envie d'être là au contact des joueurs, de leur poser des questions, tout ça, mais ça reste quand même assez distant. Et moi, c'est vrai que je me suis toujours dit: «Un jour, j'irai aux États-Unis», que ce soit pour mes études, que ce soit pour la NBA. J'avais toujours eu, cette envie. Et depuis que je bosse dans ce milieu, je me suis dit: «Un jour, je me ferai au moins une saison, au moins une, de l'autre côté de l'Atlantique». Et j'imaginais plutôt New York, un truc comme ça, une grande ville, dans laquelle je pourrais m'épanouir un peu. Et en fait, chaque année, je me dis: «Bon, c'est peut-être pas encore le bon moment parce qu'il y a X trucs dans ma vie perso, il y a machin, sur le plan, professionnel, c'est un peu compliqué de partir maintenant». Et en fait, là, cette année, je me suis retrouvé, à m'organiser un peu au dernier moment. J'avais dit à ma copine qui est restée en France, que je partirais pas cette année parce que j'étais pas prêt. Et il y a eu la draft. Je sortais de mon stage à l'équipe, j'avais commencé à envisager San Antonio un petit peu parce que je me suis dit j'avais compris quand même qu'il y aurait un engouement un peu spécial autour de Ouais. Victor Wembanyama, ça c'était logique, mais il y avait ce côté rationnel là, mais c'était pas encore assez pour, vraiment me dire: «Bon, bah, c'est bon, j'y vais». Et en fait, c'est au moment de la draft où, déjà il y a eu tous les klaxons dans San Antonio partout et j'ai vu la hype et je me suis dit: «Bon, il y a vraiment quelque chose d'historique qui se passe, peut-être que c'est l'opportunité». Alors j'ai commencé à regarder un peu les loyers et tout ça et c'était un peu plus abordable que New York et je me suis dit: «Bon, si je voulais le faire hypothétiquement, ça pourrait peut-être se faire». Donc il y a ce côté déjà où tu acceptes le côté hypothétique et tu commences à te dire: «Ah mais c'est peut-être possible pour de vrai finalement». Mmh mh. Et après il y a moi c'est la draft qui m'a fait réaliser où, Victor il est annoncé en 1 évidemment par Adam Silver. C'est une surprise pour personne et là il se met à pleurer et il prend son frère dans ses bras, sa sœur dans ses bras. Et à ce moment-là je me dis: «Mais» enfin ce moment-là il est de un important, de 2 il est captivant parce que, tout le monde savait qu'il allait être premier choix de la draft et là Victor Wembanyama, il se met à pleurer, et en fait, il est dans son discours après coup, il est très émotif, très intéressant et cetera. Et là, je me suis dit: «Mais ce mec que j'ai un peu suivi toute la saison, à ma mesure parce que j'avais pas toujours les accrèdes partout, est vraiment passionnant. Et si je veux suivre le basket et si je veux couvrir la NBA, est-ce qu'il y a vraiment un meilleur sujet sur lequel écrire que Victor Wembanyama?» Ensuite, j'ai réalisé que si j'arrivais sur sa saison sophomore ou quoi, ce serait complètement différent. Il y aura qu'une seule saison rookie. Il y aura qu'une seule saison où le premier choix de la draft sera français et arrivera comme, le nouveau LeBron James et cetera. Et donc en fait, je me suis juste mis un coup de pression, un peu sur un coup de tête et je me suis dit: «Bon, bah, tu sais quoi? Hypothétiquement, ça fonctionne. Le mec, tu le trouves captivant. Tu sais que c'est la bonne année. Vas-y». Et juste, en fait, tu te lances dans le vide et tu te dis: «Bon, bah, c'est bon, j'y vais». Tu sais pas vraiment dans quoi tu te lances, c'est un peu compliqué, tu sais que tu vas être dans des galères administratives et cetera, mais bon, en fait, tu as ce sentiment que ça va fonctionner, donc tu y vas. Moi, c'est comme ça que ça s'est fait, je sais que pour d'autres, c'était beaucoup plus réfléchi et tout ça. Moi, c'était vraiment, voilà, quand je l'ai vu pleurer et que je me suis dit: «Waouh», c'était un peu le déclic où je me suis dit: «Bon, bah, il faut que j'y sois, c'est important et il y aura pas 2 opportunités comme celle-ci». Donc c'est parti et on s'en fout de si ça fait peur, on s'en fiche de
Si c'est compliqué pour plein de raisons, on y va et on avise. Ça, c'était un peu ma philosophie là-dessus. C'était vraiment le coup de, c'était un pari, en fait. Et là, pour l'instant, Ouais, le pari ça. est plutôt payant. Bah oui, bah, c'était à peu près, tu à peu près assuré du quand même de l'effet Victor sur la NBA, ça on sait que il est là et que il risque d'être là pendant de longues années encore, donc là-dessus, Mmh. et c'est vrai que moi personnellement pour, tu vois, j'ai suivi, tous les matchs de Tatum depuis qu'il est arrivé en NBA, c'est vrai que ça reste des moments uniques. Enfin, tu vois, tu le vois évoluer saison après saison, son jeu évoluer, son physique évoluer, les progrès qu'il fait, enfin c'est des choses, extraordinaires, et là, je pense qu'avec Victor, on n'a pas fini d'être ébahi par son talent et ce qu'il va nous démontrer dans les années à venir. Je dis bien dans les années à venir, parce que les gens ont tendance à croire que ça va arriver demain, mais non, il faut lui laisser un peu de temps quand même. Il a C'est que ça. 19 ans, quoi, ou ouais, si 19, Si, si, 19, ouais. Il 19, ouais. aura 20 en décembre, je crois. Ouais, Ou janvier, pardon. donc non, c'est vraiment, enfin, c'est extraordinaire. Ton histoire, enfin moi, je la trouve extraordinaire, quoi. Pour que les gens comprennent bien, Benjamin, euh, tu as décidé donc de partir par rapport à cet événement particulier, ce déclic dont tu parles de Victor qui apprend son choix de la draft, en tout cas sa destination et les émotions qu'il a pu avoir derrière. On est d'accord, là actuellement, donc quand tu es parti, tu parlais de ta compagne tout à l'heure, là tu es parti tout seul ou tu es accompagné, comment que les gens comprennent bien en fait concrètement comment tu es, parce que je sais pas où tu vivais en France, peut-être en région parisienne ou ailleurs, mais voilà, là Alors, actuellement San Antonio, t'es parti tout seul ou t'as emmené du monde dans ta valise entre guillemets? non, non, je suis vraiment en solo. J'habitais dans le 92, en banlieue parisienne. Et c'est vrai que je vis en coloc avec ma copine depuis 3-4 ans, un truc comme ça. Donc, en l'occurrence, elle est restée et elle paye un peu l'appart toute seule. Elle se débrouille. Moi, j'étais partant pour déménager provisoirement, etc. Enfin, ça, c'est une autre histoire. Ouais, ouais. Mais du coup, je l'ai un peu laissé derrière moi. On s'appelle souvent, etc. Il y a pas de raison et tout va bien, tout se passe très, très bien. Mais c'est vrai que du coup, en fait, je suis passé de, je suis quelqu'un qui passe beaucoup de temps avec sa copine. Je suis pas quelqu'un qui sort beaucoup à la base ou quoi, mais je me suis quand même éloigné de mes potes, de ma famille, et cetera. Je suis parti vraiment en solo, dans le Texas. Donc là, je vis actuellement dans un, Airbnb depuis que je suis arrivé. Parce que c'était plus simple, parce que les propriétaires américains, c'est une galère quand même, on va pas se le cacher. Mais, du coup, là, je vis dans un Airbnb, en coloc et je suis avec, 2 Texans, qui sont avec moi et voilà. Donc là, je suis, remis à moi-même, en gros. OK, ouais, c'est vraiment, c'est impressionnant en fait, en tout cas de mon point de vue, je pense que c'est vrai que tu le partages et certainement pour beaucoup de personnes qui nous écoutent. Tu as pris ton courage à 2 mains, tu y es allé et tu as vraiment décidé de vivre un peu ton rêve américain, même si c'est pour le travail évidemment, c'est pas que pour le plaisir, même si je pense que tu dois trouver aussi, des moments sympas là-bas. Hem Tout à l'heure, tu parlais, tu parlais des galères administratives, là tu viens de parler des propriétaires américains qui peuvent être un petit peu compliqués. Heu, c'est quoi les problématiques majeures quand on est un jeune Français comme toi et qu'on décide et on se dit: «Bon, bah, voilà, je vais partir aux États-Unis là dans, je sais pas, 3 mois, 4 mois et cetera». C'est quoi les questions qu'on doit se poser et surtout les problématiques auxquelles on est confronté, en fait? Ah, je pense que chacun a son cheminement un peu personnel. Moi, j'ai commencé par l'étape administrative vraiment, où je me suis dit: «Bon, il me faut un visa». Parce que ça fait peur, on sait que les États-Unis, on peut pas rentrer comme on veut, surtout on peut pas rester comme on veut, ça c'est important et moi c'est vrai que déjà quand j'ai commencé à me préparer 3-4 mois en avance, j'avais plus de passeport, il était plus valable. Donc je me suis dit: «Bon, ça va être chaud parce que le temps d'avoir un passeport, de faire les démarches et cetera, c'est compliqué». Donc ça passe déjà par là, la demande de passeport. J'ai eu beaucoup, beaucoup de chance, c'est allé très, très vite. Après, il y a le visa. En l'occurrence, quand on est journaliste, c'est pareil, on a pas mal de chance. Je sais pas si j'ai mon passeport sous la main, mais je sais plus jusqu'à quand je suis, autorisé aux États-Unis, mais c'est un truc dans les, 4-5 ans, quoi. En fait, le visa, il se fait très vite, pareil, il suffit d'avoir une lettre de mission de la part d'un média ou la carte de presse et de se présenter donc, à l'ambassade américaine. Ce qui est un rendez-vous qui fait vraiment flipper, tu dois pas être en retard, tu peux pas venir avec, des objets électroniques. Si tu as un ordinateur, bah, voilà, tu es foutu parce que tu vas pas passer la sécurité. Bah, c'est vraiment un truc, où tu te mets la pression
Et donc tu fais ton petit visa et puis ensuite tu attends la réponse. Donc il y a beaucoup de stress qui vient de là quand même. Il te faut les papiers, il te faut le visa, il faut que tu t'organises aussi, alors là on rentre dans les détails techniques, hein, mais il faut une assurance de santé parce que à tout hasard, si tu as un accident de voiture et que tu te retrouves avec, le cou dans une minerve et Ça peut arriver. ça peut arriver même au meilleur, je dirais. Il y a une photo sur Twitter pour ceux qui Ils ne n'ont pas la voient pas référence. de quoi on parle. Ouais. C'est ça, je fais actuellement le podcast avec, 3 attelles et quelques entorses, mais du coup, j'avais prévu le coup. Il faut une assurance santé parce que quand j'ai vu, le prix de l'IRM qui était de 1 000 quand même 1 000 je me suis dit: «Bon, bah, heureusement que j'avais prévu ça». Donc il y a tout ce côté où il faut s'organiser sur plein de plans voilà, faut voir avec les impôts, avec l'assurance, machin. Ça, c'est une galère, mais en fait, il y a plein de sites qui accompagnent les gens et qui décrivent très bien les démarches. En fait, ça fait très peur au début, mais quand tu reviens dessus, rétrospectivement, tu te dis: «Finalement, c'était pas la peine de s'inquiéter comme ça, c'est juste des papiers à remplir et des formalités». Au final, c'est pas si grave que ça. Après ce challenge-là de l'administratif, évidemment, quand tu pars travailler, il y a le challenge, bah, du travail. Moi, je suis en sortie d'école, donc quand je suis arrivé, avec ce projet de San Antonio, je me suis dit: «Bon, bah, maintenant, il faut que je trouve mon premier vrai travail». Je travaillais en pige, pour Rivers depuis quelques années déjà, enfin depuis 1 an, mais c'était, par-ci par-là, c'était pas suffisant pour vivre et là, il fallait d'un coup que je passe de, voilà, quelques piges à un vrai salaire avec, plus de médias, à vraiment trouver de quoi travailler et c'est vrai que, ça, c'était une recherche qui a pris du temps parce que tu envoies des mails partout, des CV partout, des fois, tu as une chance de fou. Je pense à, par exemple, The Free Agent, c'était le premier média à me contacter, après que j'ai vu avec Rivers. J'ai fait un tweet et The Free Agent, pareil, donc Charles, notre bien-aimé guide, qui qui m'a envoyé un DM direct en mode: «Nous, on est intéressés, on aimerait bien en discuter». Donc je me suis organisé, on en a discuté, ça s'est fait et derrière le Disport, c'est pareil, ça m'est un peu tombé dessus. Alors maintenant, je vais pas rentrer dans les détails, j'ai des galères avec la NBA pour certains des projets que je mène, mais et donc c'est toujours un petit peu, un truc en réflexion et bien sûr, il fallait que je trouve des médias, c'est encore, quelque chose que je fais. Ça, c'est une grosse galère aussi, mais l'avantage, c'est que quand on est l'un des rares Français à San Antonio, c'est plus facile que depuis la France, Mmh. donc globalement, ça, c'est bien fait et ça, c'était un gros challenge et le troisième truc qui est vraiment très spécifique à ma situation, c'est le côté santé. Je parlais de l'assurance, parce que c'est important quand tu as un accident ou quoi, mais j'en ai parlé du coup plus tôt. Moi, j'ai une maladie, qui est incurable en l'occurrence et pour laquelle j'ai un traitement assez lourd et il fallait que je parte avec mes médicaments parce qu'aux États-Unis, c'est pareil. Là, je parlais d'une IRM à 1 000 $. Les médicaments, c'est pas la peine d'en parler. Moi, j'ai, un médicament que je dois m'injecter toutes les 2 semaines. La boîte coûte 5 000 $. Donc 5 000 $ toutes les 2 semaines, ça fait mal, ça fait 10 Ah 000 oui. par mois. Donc c'était pas une éventualité. Sachant que là, en fait, on te rembourse ce qu'on te rembourse en France, c'est-à-dire 500 € environ. Donc pour moi, c'était impossible. Là, ça a été une grosse galère. Il a fallu plein de rendez-vous médicaux. Il a fallu que je m'organise avec la sécu, que je m'équipe, avec, un peu de matériel pour transporter mes médicaments. C'était un gros coup de stress à la douane aussi. Donc je suis parti avec environ 20 000 $ de médicaments. C'était vraiment une galère. Donc l'assurance fait partie de ces galères-là aussi. Au final, j'ai pas été embêté par la douane, malgré tout mon stress. Finalement, ça se passe bien. C'est pareil, c'est un truc qui fait peur au premier abord, mais finalement, quand tu es dedans, c'est pas si stressant que ça. Mais, pour moi, c'était un gros, gros challenge parce que, en fait, vivre dans un pays dans lequel il y a pas de sécu, quand tu as une maladie, aussi, présente dans ta vie, c'est quand même très compliqué parce que je sais que si, un jour je dois me faire hospitaliser, heu, la note de frais, elle monte à des milliers et des milliers de dollars et si tu as pas l'assurance, si tu pas préparé ou quoi que ce soit, c'est un coup à ruiner sa vie et bon, les États-Unis, c'est bien pour plein de points, mais là-dessus, c'est un peu dommage. Donc voilà, administratif, le côté travail et le côté santé, pour moi, c'était vraiment les 3 pans de la préparation qui étaient, au cœur de mes angoisses et que j'ai fini par réussir à gérer. Mais c'est un petit parcours du combattant, en particulier quand tu t'organises au dernier moment comme moi. Donc évidemment, voilà, c'était intense. OK, OK, OK. Tiens, Cédric, quelque chose à Bah, c'est des rajouter? points super importants, parce que c'est vrai Oui. qu'on est habitué au confort en France d'avoir, le la sécu et dès qu'on a un problème médical, bon ça se fait, enfin voilà mais c'est pas du tout comme ça aux États-Unis et ouais, c'est super important de lever ça, quoi. C'est ça, c'est des choses auxquelles on va peut-être pas nous penser quand on va, Non, ouais.
Tu étais Et trop pris dans je vais aux États-Unis, je vais voir des matchs NBA, je vais, ouais, mais derrière, attention, quoi. Oui, déjà, bon, on n'en a pas parlé. Bon, il y a la barrière de la langue parce que des fois, il y a des gens qui voudraient y aller, mais qui se rendent compte qu'ils comprennent rien à ce qu'ils disent ou parce que peut-être je comprends l'anglais, mais en fin de compte, l'américain, peut-être en fonction de l'accent, de la ouais, région dans le pays, et le texan, est-ce que c'est parce c'est que ça, c'est quoi. pareil, Ouais, le ouais, texan, c'est c'est très pas particulier quand pareil, même. quoi, donc ça peut vite, c'est des petits détails, c'est des petites choses qu'on affronte, hein, quand on le vit, quoi, en fait, mais c'est vrai que d'y penser, de se préparer à l'avance, c'est important de le souligner pour que les auditeurs, aient toutes les infos, quoi. Mais c'est Exactement. vrai que l'anglais, moi, c'est pareil, c'est un des trucs qui m'a longtemps freiné, dans le sens où même si j'ai toujours été bon en anglais, je me suis toujours dit que j'étais pas forcément prêt pour partir aux États-Unis. En fait, parler l'anglais, dans le milieu scolaire, quand tu suis l'NBA, c'est encore autre chose que de le parler tous les jours. Parce que des fois, tu te retrouves à dire un mot, complètement improbable, je sais pas, admettons, je sais pas, un râteau et en fait, tu sais pas comment dire et tu passes un peu pour un débile parce que tu galères, tu trouves pas le mot, tu sais pas exactement. Donc il faut un vocabulaire. Pareil, en vrai, l'accent texan, c'est, un peu une galère des fois. Les gens, ils parlent, des fois un peu vite, ils mâchent leurs mots, tu as l'impression qu'ils ont une patate dans la bouche, donc c'est un peu compliqué. Donc honnêtement, des fois, il y a des je dis quelque chose, on me comprend pas toujours. Des fois, je comprends pas toujours l'interlocuteur. En vrai, dans la plupart des cas, ça se passe bien et c'est cool. Mais par exemple, quand tu parles avec, Popovic qui commence à être un peu, dur de la feuille et qui a du mal à t'entendre, il faut que tu articules beaucoup, il faut que tu sois prêt, que tu aies bien préparé ta question parce que, si tu pars comme ça spontanément, tu vas t'en mêler un peu les pinceaux. Donc oui, la langue, c'est pareil, c'est un truc, il faut travailler ça en amont et il faut être prêt à se dire que, bah, peu importe le niveau en anglais, il faut se casser un peu la gueule et qu'on va beaucoup progresser pendant l'aventure. Donc là, depuis que je suis arrivé, j'ai déjà beaucoup progressé et je pense que ça va continuer. C'est vrai que l'anglais, voilà, un grand défi aussi pour ceux qui veulent partir. Non, mais complètement. Et pour Popovic, il faut se préparer à la question, à bien faire la question, mais il faut se préparer à sa réponse aussi. Ah, c'est sûr, Parce hein, que, faut se mouiller la nuque. Faut mettre le casque. bah, du coup, pour toute cette partie un peu maintenant, la vie quotidienne aux USA, ton travail là-bas, on va pouvoir en parler donc dans le podcast que vous retrouverez donc dès vendredi. Donc n'hésitez pas, on va s'arrêter là pour ce premier épisode. Merci Cédric et merci Benjamin. On a pris le temps de bien poser les bases avec toi sur ton parcours avant cette arrivée aux États-Unis. Et maintenant, on va pouvoir creuser un petit peu plus comment tu vis au quotidien là-bas, comment ça se passe la gestion avec Victor, si tu as déjà pu le croiser, avec Popovic, avec l'équipe des Spurs et tout le reste. Donc ça, vous allez pouvoir le retrouver dès vendredi dans le podcast des équipes de The Free Agent, évidemment. On vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, et on vous dit donc à vendredi. À vendredi. Salut, salut. Salut. Allez, bye bye.